La réforme de l'État est devenue incontournable, c'est la conviction d'Édouard Tétrault, essayiste et conseiller de dirigeants d'entreprise. Bonjour Édouard. Bonjour David. Ça fait longtemps, content de vous retrouver. Ouais, et moi donc. Bon, ça reste le gros angle mort, pour dire les choses gentiment, de la politique économique du président de la République. Rien ou peu a été fait pour réformer l'État, le rendre plus efficient, plus productif, agile, comme disait d'ailleurs le président quand il était en campagne. Il y avait cet objectif de suppression de postes de 120 000 fonctionnaires sur l'ensemble de la mandature et sur toutes les administrations. Au final, de 2017 à 2019, donc avant Covid, déjà on était en augmentation de 80 000 sur l'ensemble des 3 fonctions publiques, État, collectivités et hôpitaux. Donc les effectifs n'ont même pas été stabilisés. Non, absolument. Et c'était avant le Covid. Vous êtes un bon chroniqueur, en tout cas vous avez bien identifié le sujet. Un mot quand même. Quelques actions ont été faites. Amélie de Montchalin, quand elle prend ce portefeuille, entreprend quelques réformes dans le périmètre qui est le sien, qui allaient dans le bon sens. Comme quoi, par exemple ? On a fait un très mauvais marketing pour dire qu'on allait fermer l'ENA, ce qui est totalement faux. En fait, on a changé la programmation de cette école en faisant l'équivalent d'une espèce d'école de guerre à terme, etc. Donc il y a eu des avancées positives. En revanche, ce qu'on constate, on constate d'abord ce que vous indiquez et ensuite, phénomène peut-être encore plus grave, c'est-à-dire depuis le Covid, on a ouvert très grand les vannes dans de très nombreux domaines et pour avoir une productivité de la fonction publique dégradée. Peut-être l'exemple le plus spectaculaire, c'est après le Covid, on dit 20 milliards de plus pour l'assurance maladie, et puis donc les hôpitaux publics, et puis encore 2 milliards, et puis 800 millions de primes. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on a ? 20% des lits d'hôpitaux qui vont fermer. On a 10% d'absentéisme, ce qui est inacceptable. On a 1000 démissions d'élèves infirmiers l'an dernier. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Éducation nationale, c'est la même histoire. Éducation nationale, à juste titre, on dit on manque de moyens, de ressources, etc. Vous avez un Grenelle de l'éducation qui ouvre grand les vannes pour augmenter les primes, les salaires, des fonctions, etc. Je ne vous renvoie pas au désastre des tests PISA et au déclassement de l'éducation française par rapport à ses pairs et même à des pays de seconde ou troisième zone. Mais en plus de cela, vous avez les professeurs qui démissionnent, qui disent mais en fait on ne veut plus de ça. Je ne multiplie pas les exemples. Si, pardon, la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle dit la Cour des comptes ? Il a écrit un article, un biais d'humeur dans les Échos. Une chronique. Une chronique, disons les choses, ça va mieux. La Cour des comptes qui nous dit quoi ? Que malgré le fait qu'il y ait eu plus d'argent pour la police, et là je vous laisse continuer. 8 000 policiers en plus, 20% de ressources en plus, eh bien les taux d'élucidation des crimes sont en chute de 10 points, ce qui est énorme, et vous avez moins de policiers sur le terrain. En fait, nous avons quelque chose, on dit aux États-Unis, le grand renoncement des salariés qui ne veulent plus travailler. Il y a quelque chose de pire qui se passe en France, c'est le grand renoncement. En fait, malgré un déluge d'argent, et j'insiste sur le mot, un déluge d'argent, au fond, un excès d'argent public déversé, mal déversé, eh bien, quelque chose dans l'organisation des services publics essentiels, quelque chose dans la motivation des personnels qui sont souvent noyés sous la bureaucratie, sous des procédures absurdes et noyés par un excès de syndicalisme qui est non représenté mais bloquant. On voit les images à l'hôpital notamment. Eh bien, les missions essentielles de l'État ne sont plus remplies. Il faut reprendre les choses à bras-le-corps. C'est-à-dire, en fait, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas du tout une question d'argent. Ce n'est pas du tout une question de moyens. L'argent n'est plus un sujet de fond. On a souvent dit qu'il n'y a pas assez d'argent, encore une fois, dans beaucoup de services publics. On a remis de l'argent pour les résultats que vous décrivez. Oui, je trouve honteux que les uns et les autres... et au fond, aujourd'hui, quand on voit l'offre politique, il n'y a que quelques candidats de la primaire des Républicains qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent « Attendez, ce n'est pas un sujet d'argent, c'est d'abord un sujet d'organisation, de méthode et de motivation. » Et on a sous les yeux une institution publique qui, malgré des baisses d'effectifs, malgré des baisses de moyens, remplit ses missions de façon incroyable. Ce sont nos armées. Ce sont les armées. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'on prend comme modèle ? En quoi on copie ce qui a été fait aux armées ? Qui a eu une saignée, et ça qui a eu une saignée au niveau des armées. Je regarde sans parti pris, je regarde 2-3 choses. Ce n'est pas des élucubrations, je regarde 2-3 choses. D'abord, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat dans les armées. Donc, vous avez une chaîne de commandement qui n'est pas
pardon, je vais être désagréable, qui n'est pas pollué par des agendas allant excessivement vers les soi-disant conditions de travail des salariés, mais à force de les alourdir de bureaucratie, de comités Théodule. C'est terrible ce qui se passe à l'hôpital. Hein. En fait, vous avez des agents administratifs qui vont de comité en comité et qui n'ont plus le temps de s'occuper des malades. Donc, les armées... La solution, c'est plus de syndicats. Les armées n'ont pas de syndicats. Les armées, c'est le principe de subsidiarité. Ouais. Ce n'est pas le chef d'état-major des armées qui mène la guerre au Mali, etc. C'est le soldat, le fantassin, qui a les terroristes au bout de son fusil. Principe de subsidiarité, c'est on donne le pouvoir à ceux qui sont sur le terrain. On ne construit pas des comités Théodule à l'infini. Le pire exemple de cela, ça a été les ARS pendant la crise du Covid. Pas de syndicat, retour au principe de subsidiarité, et puis tout simplement... l'esprit d'initiative, redonner aux agents le sens de l'initiative, ne pas les castrer, ne pas les inhiber par... je vous donne un exemple. Les policiers, pourquoi ils n'arrivent plus à élucider les crimes? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent plus, c'est parce qu'ils font 3,9 millions de procédures par an. Vous ne pouvez plus faire votre métier. De paperasse, quoi. De paperasse. Dans ces cas-là, soit vous êtes Gaston Lagaffe, soit vous êtes un héros. C'est Valérie Pécresse qui nous parle de débureaucratiser l'administration. Je crois qu'elle fait absolument partie des très rares voix qui disent attention, ce n'est pas uniquement un sujet de moyens d'argent, c'est un sujet d'organisation. Et donc, ce n'est pas une question non plus donc, de nombre de fonctionnaires, de postes à supprimer ou à... Ça l'est dans certains... Enfin, d'abord, il y a des endroits où il faut augmenter le nombre de fonctionnaires. Regardez ce qui se passe dans la justice. La justice, on est un peu une honte de l'Union européenne. Je crois que nous sommes au niveau de la Bulgarie, pas de la Bulgarie, mais d'un pays des plus mauvais pays d'Europe de l'Est en termes de nombre de juges rapportés à 100 000 habitants. Nous avons une justice extrêmement pauvre. Vous avez une jeune magistrate de 29 ans qui s'est suicidée à Béthune cet automne. En 24 heures, le tiers de la magistrature française a signé une pétition, nommément les noms des magistrats pour dire « Attention, l'institution est défaillante ». Donc là, il y a une absence de moyens, il y a une absence d'organisation aussi. En fait, quel que soit le prochain ou la prochaine présidente en 2022, je pense qu'il faut remettre la réforme de l'État au centre. Ça ne sert à rien de faire des grands discours ou de déverser de l'argent partout si votre outil n'est pas efficient. Et je pense qu'on peut confier cette tâche essentielle à un militaire. D'accord, ok. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il nous avait promis, je reviens, pardon, à Emmanuel Macron, il nous avait promis un État qui serait agile. Et encore une fois, la crise sanitaire a montré la lourdeur bureaucratique du mammouth, comme disent certains. On ne peut pas comment dire, on ne peut pas lui reprocher la survenance du Covid. Je pense qu'on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir mis très vite les moyens qu'il fallait pour faire en sorte que l'économie ne s'effondre pas. On constate quand même que par rapport à des pays comme l'Allemagne, nous avons déployé beaucoup trop d'argent public par rapport à un rebond de croissance qui est similaire à nos voisins. En revanche, pas similaire à celui de l'Allemagne, similaire à celui de l'Espagne ou de l'Italie. Absolument. En revanche, vous avez raison, Denis. En revanche, clairement, je crois que cela fait 30 ans, ça fait à peu près 30 ans que la réforme de l'État est absente des ministères, même des noms des ministères d'un gouvernement. On a eu sous Nicolas Sarkozy d'ailleurs la RGPD, on a eu ensuite la MAP, pardon pour les acronymes, mais Révision Générale des Petits Publics sous Nicolas Sarkozy, qui avait supprimé 130 000 postes de fonctionnaires d'État, l'un des rares à l'avoir fait. Après, on a eu la MAP sous François Hollande. Mais David, il faut que ce soit un chantier prioritaire. Ça, le sujet, c'est qu'il faut maintenant que ce soit un chantier prioritaire, ce qui n'a jamais été le cas. Je ne suis pas sûr qu'il faille l'aborder d'abord par l'angle de la réduction des postes. C'est d'abord la réorganisation, la réaffectation et ce que fait très bien le privé, la motivation de la ressource humaine. Mais il faut que les syndicats fassent leur examen de conscience, un petit peu comme Marc Bloch l'avait fait pour eux dans L'étrange défaite. Ils ne savaient pas qu'ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis. Marc Bloch, citant les grands syndicats qui en fait avaient un peu saboté l'effort de guerre de la France dans les années 30, il faut que les grands syndicats, tous, pas uniquement les plus extrêmes, fassent leur examen de conscience.
se disent, mais au fond, est-ce que nous n'avons pas une responsabilité, nous aussi, dans l'effondrement de la qualité de l'offre éducative en France, dans l'effondrement de la qualité de l'offre de soins en France, dans l'effondrement, la paralysie de l'offre policière en France? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se remette un peu en cause, nous aussi? Nous ne représentons plus grand monde et en revanche, nous bloquons. Ouais. Donc chantier titanesque, la réforme de l'État, qui n'est pas à prendre sous l'angle du rabot, vous écoutez, qui n'est pas à prendre, qui est à prendre sous l'angle de la réorganisation. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut être plus concret aussi. On a compris les syndicats, effectivement, la chaîne de commandement, on comprend, mais comment on dit les choses encore plus concrètement, clairement. Et de la motivation, il faut retrouver le sens de la mission. Je trouve que beaucoup des agents de l'État ont été délaissés, ont été souvent laissés seuls face à leur mission, et un excès de bureaucratie et pas beaucoup de soutien de leur hiérarchie. C'est à la fois, on n'applique pas le principe de subsidiarité et on paralyse avec une chaîne de commandement trop longue. Et des procédures. Je donne un exemple. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, aujourd'hui, fait trop d'interventions sur la voie publique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle fait du ramassage de vieux. Elle fait de la gestion de pathologies sociales, et alors que c'est un corps d'élite qui doit être là pour s'occuper des vraies urgences, des départs de feu, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut créer un service ad hoc qui permette aux structures de pointe d'élite dans lesquelles on a investi de bien se déployer. Je crois que la même chose doit arriver pour beaucoup de services de l'État. La police aussi, les hôpitaux, Bon voilà, incontournable, indispensable réforme de l'État qui doit être prioritaire, selon vous, pour le prochain président. Mais donc, c'est même pas une histoire c'est même pas pour dégager des moyens, pour financer, je sais pas, des baisses d'impôts de production, pour financer d'autres dépenses. Le temps n'est pas encore venu où nous allons être le couteau sous la gorge à devoir faire des économies à grande vitesse. En revanche, ce temps-là viendra. En revanche, le temps est venu de réorganiser en profondeur l'appareil d'État. Et il faut arrêter, je trouve ça indécent, les Grenelle, les Beauvau, les Ségur, où on fait le même pantomime, un dialogue entre l'État qui a les poches vides, mais en fait qui les remplit régulièrement, et les syndicats qui réclament, et on finit avec des chèques de plus en plus grands, mais la qualité des services et la motivation des agents n'est toujours pas au rendez-vous. Il faut changer d'interlocuteur. Ce ne sont pas les syndicats qu'il faut avoir en face de soi, ce sont les vrais représentants des personnels. Il faut les faire émerger d'une façon ou d'une autre. Voilà, réforme donc indispensable et prioritaire. Cette réforme de l'État, donc, point de vue signé Édouard Tétrault, essayiste et conseiller de dirigeants d'entreprise. Merci Édouard. Merci David. Salut.